Bonjour Wilfried. Bonjour Thierry. Et merci d'avoir accepté notre invitation à ce workshop. C'est même aussi un peu une fierté d'avoir appris qu'en réalité, c'est aussi un événement majeur dans le sens où c'est peut-être, comme tu l'as fait, hein, tu as dit ce témoignage, que c'était aussi la première fois où tu t'asseyais vraiment à une table où il y avait des gens qui venaient, qui parlaient depuis l'Amérique du Sud, des gens qui parlent depuis l'Afrique, des Caraïbes, sur la mémoire de l'esclavage. Est-ce que tu veux nous donner, d'entrée de jeu, comme ça, tes impressions sur ce workshop? Oui, j'ai dit hier, j'ai dit encore aujourd'hui, c'est non seulement la première fois que je parle de traite transatlantique avec des Sud-Américains, des Caribéens, des Africains, des Européens. Et donc j'apprends beaucoup. Ça confirme déjà mon intuition que c'est une histoire extrêmement complexe, extrêmement longue aussi, et que donc on a vraiment besoin d'entendre les uns et les autres. Je ne connais pas, par exemple, les apprends par Kalmalem, je ne connais pas du tout les détails de la traite ouest-africaine. Donc oui, c'est très très enrichissant, d'autant que oui, j'ai la chance que le livre Si on demeure trois continents va être traduit en espagnol au Mexique, diffusé en Espagne, en Argentine, au Chili. Donc c'était bien de ce séjour ici à Bayreuth me permettre de me préparer aux discussions, aux échanges que j'aurai au Mexique en septembre. Autre question, une question à laquelle tu as certainement déjà répondu à plusieurs reprises, mais je te la repose encore. Comment es-tu arrivé à écrire un roman sur l'esclavage et peut-être tes intentions? Alors, si j'écris un roman sur l'esclavage, en réalité, c'est parce que j'avais trois motivations, je pense. Là, j'avais envie d'écrire un roman d'aventure. Ensuite, j'avais envie, comment dire, d'avoir un nouveau regard sur la traite transatlantique, puisque j'ai appris à l'âge de 40 ans que ma famille avait, enfin certains membres de ma famille avaient été marchands d'esclaves. Donc ce qui apportait un éclairage nouveau, donc j'avais envie de revisiter cette histoire-là pour moi-même comprendre ce qui s'était vraiment passé, dans l'espoir de transmettre. Et j'avais aussi envie de déconstruire la division du monde selon la couleur de peau, considérant que la traite transatlantique, c'est le moment traumatique où cette division artificielle se crée, mais qui est considérée comme effective et qui jusqu'à maintenant hante nos esprits et nos mots quand on dit que quelqu'un est noir, quelqu'un est blanc, comme si l'identité décollé de la couleur de peau. Et donc, j'ai trouvé le personnage de Tsako Ndevunda de notre manière, et sa vie, ne serait-ce que le fait qu'il soit monté sur un bateau au XVIIe siècle qui transportait des hommes, des familles en esclavage pour être vendus au Brésil, lui monte sur ce bateau-là, mais il n'est pas dans la cale, j'avais déjà la réponse. Voilà. Donc, mon intention de revisiter cette histoire-là, c'était celle-là. On le voit bien, hein, le roman parle en fait de ce personnage oublié, si on va le dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé face justement à cette statue, hein, cette statue de marbre de Tsako Ndevunda, et cette statue presque qui est anodine, si on va dire, un peu comme beaucoup d'éléments de l'histoire, que la grande histoire, en fait, nous empêche aujourd'hui de voir. Le paradigme dans lequel on est cache cette autre partie de l'histoire. Moi, la question, c'est de savoir justement comment est-ce que, toi, en tant qu'écrivain, tu réussis à regarder quels sont les outils, en fait, qu'on utilise pour pouvoir entrer dans cette archive qui a une histoire à raconter, une histoire non racontée, une histoire oubliée, une histoire enfouie, une histoire cachée, qui est pourtant existante, une histoire qui est dans un paradigme bien précis, qui cache un autre paradigme. Comment est-ce que l'écrivain, lui, il réussit à prendre conscience de toute cette archive, de toute cette documentation,
pour écrire une histoire comme celle-là, sur l'histoire en fait, de ce personnage en particulier? En fait, que ce soit l'écrivain, l'historien ou n'importe qui, le préambule, c'est l'espèce de choc intellectuel qui arrive quand tu apprends que tes ancêtres étaient marchands d'esclaves. Tu ne le savais pas, une fois que tu le sais, comme dit Narval, l'ignorance ne s'apprend pas. Une fois que tu le sais, tu regardes non seulement l'histoire, mais les archives d'une autre manière. Et quand je tombe par hasard sur l'évocation de Nsaku Nevunda d'un ambassadeur Bakongo au Vatican réclamé par le pape, cette phrase n'est plus anodine. Tu vois? Et du coup, la statue qui dort dans une église à Rome depuis 400 ans prend un autre sens. Tu dis, mais et tu regardes la date d'une autre manière. Il est arrivé en janvier 1608. Un ambassadeur est arrivé en 1608. Un ambassadeur n'est pas mis en esclavage. Et donc tu te poses la question, quelle a été sa vie? Dans quel contexte il est né? S'il a pu être réclamé par le pape, et dans la phrase qui dit que le pape Clément VIII voulait un représentant africain, il ne parle pas de couleur de peau, il veut un ambassadeur. Et donc le choc intellectuel te permet de reconsidérer tout. Et les archives qui sont partout, enfin, oui, partout, en tout cas, qui peuvent être trouvées, eh bien, tu les interprètes d'une autre manière. Et aussi, par exemple, ça m'a déclenché l'idée de plonger, par exemple, un peu dans l'histoire de l'Empire romain, un empire quand même qui allait de l'Écosse, où les gens sont très pâles de peau, jusqu'au Soudan, où les gens sont très sombres de peau, des siècles, aucune occurrence sur la couleur de peau. Et très peu d'occurrences sur l'esclavage, alors que c'est un empire esclavagiste. Si tu veux, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, il faut qu'il y ait ce déclenchement, ce choc, pour que tes yeux regardent autrement. Et quand tu regardes, tu vas voir et tu vas trouver. Dichotomie, je le dis de manière provocative, entre histoire et littérature. Le roman donc se recoupe en plusieurs chapitres non annotés peut-être, et résumés donc par des passages anecdotiques, je ne sais pas, explicatifs peut-être, en italique. Et tout se passe comme si le roman se voulait une sorte de plateforme où se rencontrent l'histoire et la littérature. Qu'est-ce que tu penses de cette appréciation? Oui, alors c'est un roman extrêmement technique. Et le choix narratif de la première personne est un choix compliqué. Parce que le premier réflexe, quand tu veux écrire un roman historique, c'est d'utiliser la troisième personne. Le problème de la troisième personne, c'est que tu as un spectre très large, puisque tu es omniscient, mais tu perds en empathie. Moi, en littérature, je travaille beaucoup sur l'émotion. Je crois à l'intelligence de l'émotion. Donc je dis, il faut que je travaille à la première personne. Mais quand tu travailles à la première personne, c'est très propice à l'émotion, mais le spectre est extrêmement réduit. Or, j'avais envie de parler de Nsaku Nevunda comme un personnage fort qui produit de l'émotion, mais j'avais aussi l'ambition de présenter, de questionner le contexte. Et le contexte de la traite transatlantique, c'est 3 continents. Si tu veux, le destin de Nsaku Nevunda, pour bien le comprendre, il faut que tu fasses un tour à Baza-Congo, un tour à Lisbonne, un tour à Rome, un tour au Brésil. Nsaku Nevunda, en tant que narrateur à la première personne, n'a aucune idée de l'espèce
de machination ou de machine internationale qui détermine son destin. Et donc, oui, il fallait que j'invente. Alors, ces passages en italique, qui sont à la troisième personne, ont pour but d'informer, mais de manière romanesque. C'était extrêmement compliqué parce qu'en réalité, oui, c'est la nécessité de rappeler des faits historiques. Pourquoi c'est nécessaire pour un écrivain de le faire lorsque certains écrivains le disent d'entrée de jeu, qu'à chaque fois que l'histoire a été un frein, en quelque sorte, à l'écriture, ils se sont départis, justement, de la véracité des faits, entre guillemets. Pourquoi c'est important de marquer l'histoire à la culotte? C'est pas, ça dépend de quelle histoire. L'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de la France est tellement bien documentée et tellement connue que tu n'as pas besoin de recontextualiser. Si je parle de la bataille de Stalingrad, je n'ai même pas besoin de dire qu'on est entre 42 et 43 et que c'est l'armée rouge contre la Wehrmacht, tout le monde le sait. Mais si je te parle de la bataille de Buila en 1665, tu ne sais pas que c'est l'armée du royaume du Congo qui se bat contre l'enclave portugaise autour de Luanda, une enclave qui a été donnée par João Ier 150 ans plus tôt. Tout ça, tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais entendu parler de la bataille de Buila, parce que tu n'as même jamais entendu parler du royaume du Congo. Et je finis avec ça, c'est que, puisqu'on est entre nous, dans une première version sans ces passages en italique là, mon éditrice me dit Alvaro II est donc un Portugais qui est sur le trône du Congo. Parce qu'elle disait que le Congo était une colonie. Et là, je me dis, ah merde. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il fallait trouver une astuce pour recontextualiser. C'est pas, comment dire, sur cette histoire-là de la traite, et plus généralement, sur l'histoire des Afriques avant le XXe siècle, c'est tellement méconnu, mais tout le monde est convaincu de connaître que tu es obligé de recontextualiser. Oui. Donc, c'est pas. Je m'en serais bien passé. Pourquoi? Parce que ces passages en italique là, quelque part, ils déséquilibrent le texte et c'était un coup de force. Oui, autrement, beaucoup de 98% des gens auraient compris autre chose. Voilà, je vais juste poser une autre question, peut-être sur ton style et peut-être tes influences. Moi, quand je lis le livre, je lis aussi un peu ton écriture comme des grands classiques de la littérature française, si je veux dire ça comme ça. Et j'ai envie de faire peut-être des parallèles qui, peut-être auxquels tu as pensé ou pas. J'ai envie de te parler de Michel Tournier. Parce que quand je lis, par exemple, Le vent par la clé, c'est aussi, si on parle d'intertextualité ici, l'essai de Michel Tournier sur son parcours, qui est un peu, je ne sais pas si c'est similaire au tien, puisque lui aussi, lui et l'Allemagne, toi et l'Allemagne, lui qui parle aussi dans cet essai-là de la création littéraire, de sa création littéraire, et de l'importance aussi des mots, etc. Est-ce que Michel Tournier a une certaine influence sur ton écriture, ou alors vraiment c'est un rapprochement un peu farfelu que je fais? Alors juste, si tu me permets, je reviens sur la question de la fin. Pour ce roman-là, je voulais transmettre. Donc je voulais que la lectrice, le lecteur comprenne exactement ce que je voulais qu'il comprenne. Et je voulais vraiment
une fois que j'ai compris que le contexte était méconnu, je voulais vraiment transmettre aussi le contexte. Voilà. Donc le but était véritablement pédagogique. Le but était aussi pédagogique, parce que ça reste un roman. Ça reste un roman d'aventure. Il peut être lu comme un roman d'aventure. Mais je tenais à ce que, parce que cette histoire-là, puisqu'on est là pour ça quand même, cette histoire-là est méconnue et c'est un énorme problème. Je me rends compte chaque jour un peu plus. Voilà. Maintenant, merci de dire que ce que je l'ai écrit comme un grand classique. Et effectivement, je suis français. J'ai été formé à l'éducation nationale française. J'ai lu les classiques français. J'ai relu, je ne sais pas, 2000 pages de classiques français des 18e et 19e siècle pour m'imprégner de cette langue pleine de passés simples, hein, de cette langue narrative classique, parce que c'est un roman d'époque. Et aussi parce que c'est dans mon ADN, ma culture littéraire, autant sur le fond que sur la forme, est française. Faut pas, je ne vais pas inventer. Hein. Et c'est pas une souillure, hein. Voilà, mais c'est celle-là. Et donc oui, j'avais envie d'inscrire ce roman dans cette tradition-là. Et c'est plus Hugo que Tournier. C'est très intéressant en fait de le dire parce que je fais aussi ce rapprochement justement parce qu'il y a vraiment et c'est peut-être aussi surprenant parce que si c'est moins Michel Tournier, parce que je veux faire encore un autre rapprochement avec Michel Tournier toujours, parce que lorsque et là on parlait vraiment de l'aspect décolonial des choses, et c'est que moi j'ai même aussi lu ce livre comme une réécriture. Pas peut-être une révision, mais je ne sais pas, mais une réécriture décoloniale de Robinson Crusoe, en fait. Je ne sais pas comment j'arrive à faire ce parallèle, mais en réalité, est-ce qu'on pourrait lire l'histoire de Nsaku Nemvunda qui, en fait, arrive sur ce bateau de manière fortuite? Robinson Crusoe de Daniel Defoe arrive aussi sur cette terre perdue de manière fortuite. Il rencontre Vendredi et son rapport avec Vendredi est complètement renversé dans le rapport que Sakou a avec son alter ego, le mousse Martin ou plutôt Thérèse. Donc, est-ce que c'est un rapprochement aussi qui te surprend ou est-ce que tu l'avais déjà vu comme ça? Alors, je ne l'avais jamais vu comme ça. Dans mon inconscient, peut-être, parce que oui, c'est Robinson Crusoe de Tournier et un livre qui m'a marqué, à une différence fondamentale près, c'est que Nsaku Nemvunda n'entre pas sur le bateau de manière fortuite. Encore une fois, c'est la conséquence d'une organisation internationale, intercontinentale, et ça change tout. Et ça change tout. Et c'est ça. D'ailleurs, est-ce que Robinson arrive de manière fortuite? Oui, au hasard d'un naufrage, mais il allait quelque part. Voilà. Et Vendredi, finalement, était sur sa route. Rapprochement fantasme. Oui, et aussi, voilà, non, mais et même la présence de Martin en tant que personnage, en tant que mousse, n'est pas fortuite. Et son travestissement n'est pas fortuit non plus, parce que c'était quelque chose de courant. Donc, peut-être une dernière question. Toi qui écris un livre qui est un peu une perspective africaine, hein, de cette mémoire, avec ce boom mémoriel, en fait,
qu'il y a, pas le boom mémoriel en fait, j'ai envie de dire, cette littérature sur la mémoire de l'esclavage américaine qui est si grande, et qui immerge, en fait, qui inonde en fait la littérature, le marché, si je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que, je ne sais pas ce que tu penses en fait, des narratifs sur la mémoire de l'esclavage en Afrique, c'est-à-dire de la perspective africaine, si on va dire ça comme ça. Quel est ton regard, le regard que tu jettes dessus et ton appréciation tout simplement? Quand je suis allé présenter le livre en Angola, à Luanda et à Mbanza, Congo, je disais, voilà, ce personnage, me semble-t-il, est un personnage important de l'histoire du royaume du Congo, de l'histoire de l'esclavage. Je suis le premier, et j'espère que dans un siècle, il y aura 100 ouvrages sur ce personnage-là. Après, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas conscience de l'étendue de la littérature des Africains, du continent africain sur l'esclavage. Mais je sens beaucoup trompé et je dirais qu'il y en a trop peu. Et c'est vrai que les États-Unis inondent le marché sur la question et donc impactent beaucoup sur la perception. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est qu'un exemple d'un phénomène international. Donc c'est aux autres aussi. Et notamment, les descendants du royaume du Congo, de se dire, ok, ça c'est l'exemple états-unien. C'est-à-dire, c'est marrant parce que ça n'a pas été dit, mais sur les 400 ans de traite transatlantique, 90% des déportés l'ont été au XVIIIe siècle. Donc, et une nation comme les États-Unis arrive dans l'histoire de la traite à ce moment-là où c'est un pic monstrueux de déportés. Le commerce que fait le royaume du Congo avec le Portugal de 1509, donc fin du XVIe jusqu'au XVIIIe, est d'une nature, ce qui n'enlève rien à la responsabilité, mais qui est d'une nature beaucoup moins industrielle. On parle là de 10% environ des déportés sur donc 1500, 1600, sur 200 ans, ça fait moins d'1 million de gens. Alors, je suis très prudent en termes de chiffres, c'est autre chose que 10 millions en un siècle. C'est toute la complexité de la traite transatlantique est aussi dans les chiffres. C'est un gros problème, hein. D'ailleurs ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'on regarde l'histoire d'une manière assez réduite, alors que si on entre vraiment dans la complexité, si on remet même certaines dates en place, si les historiens veulent le faire, on comprendra qu'en réalité, les débats sur lesquels les interprétations sont parfois parties de données ou alors de faits biaisés dès le départ, quoi. Oui, parce que en plus, un autre aspect qui est vraiment très important, c'est que les paysages du sud des États-Unis, par exemple, ne sont pas les mêmes que dans la Caraïbe. C'est-à-dire que les immenses exploitations de coton, avec peut-être une centaine d'esclaves, enfin d'hommes de famille en esclavage, tu ne retrouves pas ça dans la Caraïbe. En Guadeloupe, par exemple, qui est une île volcanique, tu n'as pas de grands espaces. Et même dans un contexte comme la Guadeloupe, l'esclavage
en plaine n'était pas l'esclavage dans les montagnes, où, par exemple, tu avais le maître français, souvent sans femmes, parce que les femmes françaises n'avaient pas envie de vivre dans les montagnes, parce qu'il pleut beaucoup, la vie est dure. C'était comment dire, le maître avait peu d'esclaves et il y avait une promiscuité qui n'existait pas du tout. Il y avait une promiscuité entre maître et esclave qui était complètement impossible à trouver aux États-Unis. Quand les Portugais commencent le commerce triangulaire avec le région du Congo, le Portugal compte 1 million d'habitants. Le royaume du Congo, 8 fois plus. La politique des Portugais, c'était par exemple de se marier avec des femmes locales pour créer une classe de métis. Tu comprends que ça n'a rien à voir avec la ségrégation systématique, hermétique qui existait aux États-Unis. Donc, il y a, dans l'exemple du royaume du Portugal et du royaume du Congo, tu ne retrouves pas ce racisme viscéral violent. Parce que ce sont des gens qui se sont mélangés, qui ont vécu ensemble, mais en réalité, jusqu'à maintenant. Alors, juste pour finir, j'aimerais vraiment remercier Outé, Gilbert et Thierry pour avoir organisé ces rencontres-là, parce que pour moi, elles sont importantes et tout ce que j'ai appris ici va me servir par la suite, pour moi personnellement aussi, mais pour mes travaux d'écriture, mais aussi pour mon discours. Hein. Grâce à ça, j'ai étoffé mon discours. Et j'ai juste envie de dire, surtout aux étudiants, les archives sur la traite transatlantique existent. Il faut aller les chercher pour raconter toute la complexité de la traite transatlantique, parce que comme je l'ai dit au début, ses conséquences ont impacté l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et le monde entier. Voilà. Merci. Merci.